Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais m'intéresser avec l'Aiguille Qatar en 1300. Donc en 1300, il y avait à peu près 15 parfaits, il restait plus que 15 parfaits. Et en 1329, c'était la mort du dernier parfait. Il y a plus de haute autorité, c'est terminé, c'est-à-dire il n'y a plus de... Dans les années 1300 et tout, les hautes autorités, les évêques et les fils majeurs, ça va être fini. Notamment après la défaite de Montségur en 1244, celle de Quéribus en 1255 va anéantir vraiment le fait qu'il y ait une grande force de l'Église cathare. Du coup, il n'y a plus de frères majors, enfin de frères majors, oui, de haute autorité, c'est terminé. Du coup, l'Église cathare est un peu éparpillée un peu de partout. Ces éléments vifs ont immigré Alors ces plus grands éléments, ils ont tous immigré en Italie. Ils ont fuyé parce que tout simplement c'était invivable de vivre en France parce que en France il y avait la traque à l'hérésie, la chasse aux hérétiques qui était assez énorme, d'ailleurs qu'on va voir en plusieurs points après. Et du coup ils sont partis en Lombardie, un foyer actif d'évangélisation et de propagation de la foi. Donc l'Église cathare est à l'agonie, sauf en Italie, où en Italie il reste quand même pas mal de flux. L'Église cathare est riche et jouit de relations de tranquillité, car il n'y a pas de croisade ni de persécution faites par l'Inquisition créée en 1232. Donc il n'y a plus de persécution, ni de persécution systématique ne l'avait pas atteinte. Les cathares instruisent les croyants dans leurs maisons qu'on appelle les concorèses en Italie. Parce qu'en France, il y a très peu... La situation cathare est catastrophique, il ne reste plus vraiment de maisons. Au premier étage, tu pouvais écouter les prédications des cathares. Donc ils forment des prédicateurs dans ces maisons, ils forment des prédicateurs, ils forment du nouveau parfait. Ils envoient faire du commerce, contrairement en France qui n'est pas forcément lié. Eux, ils font pas mal de commerce et ils sont chargés du trafic, mais aussi de vendre de la bonne parole. Donc la situation, pour résumer, en France est catastrophique à partir de 1300. Il y a très peu de cathares et ceux qui restent vont mourir. En 1321, pareil, c'est assez galère. Il y a vraiment plus du tout de cathares. En 1329, le dernier cathare meurt. Donc, le dernier cathare de France. Et tandis qu'en Italie, il y a une bonne situation et l'Église cathare arrive à bien vivre et à faire de bonnes prédications. Donc on va voir les causes de l'effacement du catharisme en France. Donc il faut savoir qu'au XIVe siècle, la foi elle devient laïque. Donc laïque, ça veut dire qu'elle est indifférente de tout l'attrait religieux. C'est-à-dire en gros que une croix de laïcité, c'est qui ne prend pas part dans les conflits religieux ou dans les trucs religieux. Les gens commencent à croire un peu plus à la science, tout ça, en 1400. Du coup, ce qui fait que tout ce qui est catharisme, gnosticisme, tout ça commence à disparaître parce que c'est croire en un dieu mauvais et croire en un dieu bon, un dieu créateur et un autre dieu, un dieu mauvais.
Voilà, un Dieu parfait, un Dieu créateur qui est mauvais, le Dieu parfait et bon qu'on n'a jamais trouvé. Là, on commence plus à croire justement l'arrivée un peu des athées. On commence à croire plus en les sciences. Donc, d'ailleurs, même l'Église va commencer à prôner des scientifiques, comme on va le voir plus tard. Donc, on va quand même sacrément s'éloigner de la pensée cathare, qui est très non scientifique, hein, qui n'est pas très scientifique de base. Donc en 1231, l'Inquisition est un élément moteur de la mise à mort du catharisme. Donc c'est vrai que l'Inquisition, bah, elle a fait vraiment beaucoup de mal parce qu'ils envoyaient pas mal de monde au bûcher. Mais en plus, le fait qu'en 1233, attendez, non, 1243, un truc comme ça, 1243, l'assassinat des inquisiteurs d'Avignonnet fut amené les croisades jusqu'à 1234 à Montségur. Du coup, l'Inquisition a vraiment fait pas mal de mal. Elle a chassé pas mal d'hérétiques, elle a brûlé pas mal d'hérétiques. Donc c'est une autre cause de la mise à mort des hérétiques, du catharisme. Alors les chasses, les hérétiques, telles la chasse qui finissent la disparition de l'église cathare et les croyants se manifestèrent. Donc à cause de l'Inquisition, les croyants ne pouvaient plus vraiment se manifester. Et il faut savoir aussi que dans le Midi, tout ça, le roi de France régnait et le roi de France était croyant. Donc dans les années 1300 notamment, à la mort de Raymond VII, et bah, Toulouse et les autres terres du Midi furent sous les mains du roi de France, et le roi de France, comme Louis VIII et Louis IX étaient croyants, bah du coup ça va ramener justement à une baisse un peu, ça va mener facilement le catharisme. Alors, la disparition de l'église cathare, les croyants ne se manifestèrent plus. Autre facteur déterminant, c'était la création de l'ordre mendiant. Alors, l'ordre mendiant, qu'est-ce que c'est? On va le voir aussi un peu, mais l'ordre mendiant, on va le voir plus en précision, ça a été créé par Saint Dominique, et c'est dans le but qu'ils vivent comme des apôtres, et qu'ils imitent un peu les cathares, parce que notamment ils se mettaient dans la pauvreté et faisaient pas mal de prédications, et du coup ça a eu un peu d'effet, notamment contre les cathares, parce que du coup ça ralliait un peu du peuple, mais ce fut pas le facteur le plus déterminant. Bon, on va revoir l'ordre mendiant plus précisément dans une autre vidéo. Là, et enfin, le troisième facteur qu'on va revoir, c'est les histoires économiques. Le rôle de l'université de Toulouse fut décisif. Donc l'histoire économique, c'est la croissance, tout ça, et le fait qu'il y a de la croissance, il y a beaucoup moins de pauvreté, et l'église cathare, c'était un peu l'église justement où on prenait de la pauvreté, tout ça. C'est que l'église, les gens se détournaient en fait de l'église normale parce que elle amenait de la richesse en fait. Enfin, elle avait beaucoup de richesse et se montrait riche. Et du coup, le fait que l'église commence le fait que les habitants commencent à être un peu plus riches, ils vont commencer à moins croire en l'idéal des pauvres et du coup en l'église cathare.
Et enfin, on va voir maintenant, aujourd'hui, dans cette vidéo, le rôle de Toulouse, de l'Université de Toulouse, qui fait assez décisif. Donc, l'Université de Toulouse, c'est la création, c'est en 1229, par le traité de Meaux-Paris. C'est la création d'un studium à Toulouse. Donc, avant, les étudiants devaient aller à Paris pour faire la théologie et du droit et des lettres. Maintenant, à Toulouse, je peux faire du droit et des lettres, et ça a mis beaucoup de temps, et de la théologie. En fait, ça a mis beaucoup de temps de se mettre en place parce que au Concile de Latran en 1179, ils avaient déjà proposé d'ouvrir une école pour les clercs pour qu'ils soient plus cultivés, pour qu'ils puissent se cultiver notamment en théologie, en lettres, en droit. Bon, déjà, le Concile de Latran en 1179 avait demandé ça, mais les évêques, notamment de Toulouse, tout ça, ils ont décidé, il y en a très peu qui ont appliqué cette règle. Il y en a très peu qui l'ont appliqué. En 1233, Grégoire IX remplace le stadium de Toulouse par l'Universitas, alors par l'université. Donc là, c'est plutôt concret. C'est là que va être formé la plupart des inquisiteurs, mais aussi des gens qui veulent faire du droit et de l'art, ainsi que de la théologie. Donc il va avoir la faculté des arts. C'est une révolution culturelle notamment. On enseigne là-bas un enseignement aristotélicien, donc philosophe qui représente une révolution culturelle. Donc Aristote. Et Aristote, c'est un enseignement qui présentait une vision naturelle du monde et, je cite, et des choses qui fait abstraction de toute théologie. Donc c'est là que commence à avoir l'enseignement un peu plus doctrinal, mais dans le sens, enfin pas plus doctrinal, mais plus naturel, plus scientifique, plus laïque. C'est-à-dire qu'en gros, on va prôner la science pour justement justifier, enfin pas pour justifier Dieu ou tout ça, mais pour former chaque étudiant. Du coup, va faire abstraction de toute théologie pour se mettre vraiment dans la science. Et c'est ça qui va faire que le monde, ça va devenir d'un monde sacré, dans les croyances des gens, un monde sacré à un monde de connaissance et de laïcité. Et du coup, ça, c'est, comme on a vu, la première cause de la discussion de l'église cathare, qui, elle, prônait vraiment le gnosticisme. Et d'ailleurs, la gnose, on rappelle que c'est la connaissance spirituelle des choses, mais qui prenait pas forcément un enseignement scientifique. Prenait pas un enseignement scientifique dans les classes. Là, on prône un monde plus laïque dans l'université de Toulouse. Donc voilà. Donc il y a une opposition à la conception du dualisme des cathares, c'est-à-dire un dieu bon et un dieu mauvais, le dualisme des cathares. Et ce genre de truc, il y avait une opposition claire. Donc je cite un Aristote. Alors, je vais y arriver. Un aristotélicien, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'être ce qu'il est, et il est bon enfant tel qu'il est. C'est-à-dire, il n'est pas bon enfant tel que
Dieu l'a décidé, mais tel qu'il l'a décidé lui-même. Donc on commence à moins croire en Dieu. Donc il n'est pas... c'est un nom pas eu qui provient d'un Dieu bon et d'un Dieu mauvais. Donc c'est pas... il provient pas d'un Dieu bon ni d'un Dieu mauvais, il provient de lui-même. Donc ça c'est ce qu'on apprend dans cette école de Toulouse. Donc ça va être particulièrement enfin chiant pour les Qatars. Du coup, ils vont aussi former des juristes à la faculté de droit. Et les frères prêcheurs furent les ardents propagandistes de cette philosophie. Les frères prêcheurs, notamment qui sont de saint Thomas d'Aquin, enfin le maître qui est saint Thomas d'Aquin, vont amener cette propagande que l'être humain provient pas d'un Dieu bon, mais il est inné en lui-même. Donc c'est plus scientifique, cette propagande de saint Thomas d'Aquin. Le monde des juristes et la faculté de droit va avoir des ordres formés qui fournissent des arrangements à la papauté et à la royauté. L'université de Toulouse va essayer d'enseigner, va enseigner un enseignement plus justinien. Justinien, c'est le droit romain. Et les juristes vont avoir vont être des éléments actifs dans l'introduction à l'institution française dans les États, et notamment dans les États du comte de Toulouse, parce qu'il est mort et du coup ça sert justement pour la royauté à pouvoir s'installer. Donc c'est l'avènement de la royauté à la tête de la comté. Dès qu'il y a la mort de Raymond VII, c'est devenu une monarchie centralisée et absolue. Donc le souverain est l'unique roi, en opposition au particularisme des Qatars, où il y avait vraiment que des parfaits, et il n'y avait pas de pape ni de régime plus ou moins singulier, enfin des régimes comment expliquer, avec une autorité de roi, quoi. Enfin monarchique. Donc là ça a changé et la monarchie va prendre le pas sur l'église cathare. Donc il y a le côté scientifique qui va, pour résumer la vidéo, il y a le côté scientifique qui va prendre part, pour conclure, la disparition du côté cathare, donc la laïcité qui va arriver un peu au XIVe siècle. Les gens vont être de plus en plus laïques. Ils vont se baser beaucoup plus sur la connaissance de l'homme que sur la connaissance de Dieu, que la gnose. Et l'inquisition va être mise en place dans cette université aussi de Toulouse, qui va former des inquisiteurs en 1231, enfin en 1231, 1232. Et il va avoir les frères prêcheurs aussi, les frères prêcheurs qui vont justement donner voilà, qui vont être des propagandistes de cette philosophie, donc qui est plus scientifique que religieuse. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour une prochaine fois pour parler de l'ordre des mendiants. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, la prochaine, je vous dis à plus chaud.